Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces camarades? Bah, ils m'ont dit que j'étais moche et que j'étais bête. Et ça t'a fait mal? Oui. Très mal. Ok, donc tu as peur que ça recommence. Le stress, en fait, c'est quand les difficultés qu'on ressent, qui ne sont pas forcément réelles, mais qu'on ressent, sont supérieures à ce qu'on ressent comme capacité qu'on a à les gérer. C'est-à-dire quand on commence à se dire c'est trop, j'ai trop de travail, j'ai trop de responsabilités, à force, ce stress, eh bien, il vient impacter notre confiance en nous et il vient éroder petit à petit tout ce qu'on a mis en place pour gérer notre vie quotidienne. Donc au début ça va, on peut prendre un peu sur soi, mais au bout d'un moment on fatigue. Comme on fatigue dans notre corps, on peut aussi fatiguer dans notre esprit. Et à un moment ça devient trop et on peut commencer à devenir soit irritable, soit déprimé, soit... ça dépend. Les personnes ont différents symptômes. On peut commencer à avoir aussi ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. On peut commencer à avoir mal à l'estomac, à en avoir plein le dos comme on dit en français. En français, il y a une expression qui n'est pas très jolie qui dit avoir les boules, mais il y a des personnes qui viennent en disant mais moi j'ai des angines chroniques par exemple. Et ça peut être dû tout simplement à l'accumulation de toutes ces choses dans notre vie. Et il suffit après qu'il y ait un événement qui se rajoute en plus. Par exemple, la maladie d'un proche. Par exemple, un papa qui tombe malade d'un cancer. Ou alors, au travail, on reçoit une mauvaise remarque de notre chef. Ou alors, on a un enfant qui rentre dans la phase adolescent qui devient plus difficile. Et cette chose en plus va être la chose de trop qui va faire qu'on va craquer et qu'on va se sentir mal. Alors ça arrive à tout âge, il y a même des bébés qui naissent déjà un peu plus fragiles que les autres à ce niveau-là, peut-être parce qu'ils ont des émotions trop fortes ou parce qu'ils ont vécu trop d'émotions pendant la grossesse de leur maman ou qu'il y a une histoire familiale un petit peu traumatique. Donc selon les psychologues, on peut voir un psychologue de la naissance jusqu'à la mort. Après, ce ne sera pas forcément les mêmes psychologues. Il y en a qui sont spécialisés pour les enfants et les mamans. Il y en a qui sont spécialisés pour les ados, les adultes et même pour les personnes âgées. C'est très important parce qu'en fin de vie, vu qu'on perd, on a moins de neurones, on a moins de capacités cognitives, eh ben, on peut être plus facilement aussi déprimé, déboussolé. Et puis, il faut travailler la mémoire et d'autres choses. Donc ici, on a un arbre. Cet arbre, il est comme à l'automne en Europe. Il a encore des feuilles ici. Ça, c'est ce que tu gardes au travers de cette transition dans ta vie. Il y a des choses qui vont rester. C'est bon pour toi? Ok. Oui. Et après, il y a des choses que tu vas perdre durant cette transition, des choses qui sont différentes et auxquelles tu n'auras plus accès. Et il y en a d'autres qui sont un peu comme des feuilles qui flottent dans les airs. Donc on ne sait pas encore trop si elles vont rester ou pas. J'aimerais que tu fasses ta version à toi de cet arbre en me notant ici dans les feuilles ce qui reste pour toi, ce que tu as perdu et ce qui est en transition. Quand on parle de dépression, on parle d'une triade dépressive, c'est-à-dire que les gens ont une vision négative de soi-même, de l'avenir et du monde en général. Et avec les thérapies comportementales et cognitives qui sont arrivées par la suite, on essaie de travailler sur ces schémas de pensée négatifs pour les rendre plus positifs. Par exemple, la personne qui vient de dire « mais je suis tellement nulle, j'arriverai à rien dans la vie ». On lui dit « mais ok, alors faisons l'inventaire de ce que vous faites dans votre vie, en quoi vous êtes bon, etc. » Et elle va nous dire « non, mais au travail, ça va. À la maison, la plupart du temps, ça va. C'est juste que je me sens nulle. » Et on lui dit « mais regardez, est-ce que vraiment c'est vrai que vous êtes si nul que ça ?» Et on essaie de reprogrammer un petit peu leur façon de penser pour qu'ils aient une vision plus positive d'eux-mêmes. Pareil sur la vision du monde. Oui, mais il y a l'écologie qui ne va pas, l'économie qui ne va pas, il y a la guerre partout, regardez, il y a le conflit Israël-Palestine, ça va arriver chez nous, etc. On peut leur dire, mais dans votre vie de tous les jours, comment est-ce que vous, ça va? Est-ce que ça vous impacte tant que ça? Etc. On peut les aider comme ça.
Après, il y a ce qu'on appelle les thérapies de troisième génération qui sont arrivées par la suite. Et moi, c'est ce que je pratique le plus. C'est des thérapies qui ont un peu pris de tout ce qui a été fait avant, qui ont gardé des éléments qui leur paraissaient corrects et qui ont rajouté tous les apports des neurosciences. C'est-à-dire qu'avec la technologie, maintenant, on peut étudier ce qui se passe dans le cerveau. On peut étudier avec les schémas électriques, etc. Et avec ça, on a pu découvrir beaucoup d'autres choses. Par exemple, moi, je m'occupe des personnes qui sont sur la neurodiversité, ce qui représente quand même pas mal de personnes. Donc, c'est des personnes qui ont une façon de penser un peu différente et qui ont du coup, qui développent des angoisses un peu différentes aussi des autres, parce qu'elles se sentent différentes depuis toute petite, mais elles ne savent pas pourquoi. Ou elles peuvent avoir des difficultés. Par exemple, les personnes autistes ont des difficultés sociales, les personnes qui ont un trouble de l'attention ont des difficultés à rester concentrées, à faire un travail longtemps concentré, plein de choses comme ça. Il y a des personnes hypersensibles aussi, qui ont des émotions tellement fortes que ça déborde et que ça peut leur faire très mal. Et donc on essaie de découvrir c'est quoi la particularité de chaque personne. Et après on les aide avec plein de techniques. Ça peut être évidemment la parole, ça fait déjà beaucoup de bien de parler à quelqu'un. Qui est extérieur à sa famille, à son cercle d'amis, avec qui on peut être vrai, qui va nous faire découvrir d'autres choses. On essaie de débloquer des blocages. Une dépression, c'est un blocage. Les regrets, c'est un blocage. On reste coincé sur une erreur qu'on a faite, quelque chose qui a des conséquences qu'on a du mal à assumer. Et le rôle du psychologue dans ce cas-là, ça serait peut-être d'apprendre à la personne à tirer la leçon de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle regrette, et de se dire que rien n'est irrémédiable dans la vie, que tout peut se réparer, ou en tout cas, on peut faire en fonction de tout ça. Il y a des choses qui ne peuvent peut-être pas se réparer, je ne sais pas moi, une personne qui aurait conduit saoule et elle aurait fait un accident, elle aurait tué quelqu'un, on ne peut pas ramener la personne à la vie, mais on peut apprendre à vivre avec ça, et par exemple déjà réguler sa consommation d'alcool, et puis donner un autre sens à sa vie à partir de cet événement-là, pour que sa vie soit plus tournée peut-être vers les autres ou apporter du bien à l'humanité. Donc atteindre un but plus grand que celui qu'on avait avant. En fait, c'est toujours ça. L'humain a besoin de ce qu'on appelle la transcendance. Donc qu'est-ce que c'est l'empreinte qu'il va laisser sur Terre? Après sa mort, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Est-ce qu'on va dire c'était une personne lambda qui n'a rien fait? Ou alors on peut dire c'était un papa qui a aimé ses enfants, c'était une maman qui a sorti ses enfants de la pauvreté. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur communauté? Et notamment à Maurice, c'est très important. On est une petite île, on doit tous bien vivre ensemble. Donc ce qu'on peut apporter en bien dans notre communauté, ça c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avec les personnes pour leur faire regagner un sens à leur vie, leur faire moins regretter leurs erreurs du passé, qu'elles apprennent de ces erreurs et qu'elles s'épanouissent de nouveau. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème en fait avec ce rôle de maman à la maison en ce moment? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis isolée dans mon rôle de maman. Je ne vois pas personne, c'est-à-dire je fais des playdates occasionnellement avec les amis, les parents de mes enfants. Mais ça s'arrête là. Un playdate, c'est courir après le petit dans le parc. Il n'y a pas de temps pour s'asseoir. Aujourd'hui aussi, ça me manque d'avoir une interaction avec des collègues, d'avoir des échanges et des conversations d'adultes. Est-ce que tu veux qu'on travaille tous les deux ce que tu peux leur dire demain à l'école quand tu vas y retourner? On peut réfléchir un petit peu? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire toi demain quand tu vas y retourner? D'arrêter. Oui. Est-ce que tu crois que ça vaudrait le coup de leur dire que ça t'a fait mal? Si en tant que parent, on apprend que notre enfant subit du bullying à l'école, il faut déjà essayer d'en parler à l'école et de dire il faut arrêter ça. C'est déjà le rôle de l'école. Deuxièmement, nous, en tant que parents, déjà ce qu'on peut faire, sans aller chez le psychologue, c'est de dire à notre enfant, mais nous, on ne te voit pas comme eux te voient. Parce que souvent, le bullying, ça passe, oui, par de la violence, mais ça passe surtout par beaucoup de violence verbale, par des insultes. On essaie de réduire cet enfant, de réduire son estime de soi. Et quand dans la famille, il reçoit une bonne vision de lui-même, une bonne estime de soi, beaucoup d'amour, ça sera beaucoup plus simple pour lui de lutter contre ce qu'il va recevoir de mauvais à l'école. Parce qu'en général, ces phénomènes de groupe, et je suis psychologue sociale, donc je connais bien les phénomènes d'influence, c'est qu'on va s'en prendre à celui qui a déjà
dont on sent qu'il va être une victime potentielle. Pourquoi? Parce que c'est celui qui ne va pas se défendre, c'est celui qui ne va pas répliquer, etc. Donc il faut apprendre à nos enfants à ne pas être des victimes. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des bulliers eux-mêmes, on ne veut pas ça, mais qu'ils sachent dire, tu peux dire ce que tu veux, mais moi ça m'est égal, je sais ce que je vaux, et c'est pas toi qui vas me dire ce que je vaux. Ça c'est vraiment une attitude plus de, ok, tu veux faire des blagues à mes dépens, ben fais, mais moi ça ne changera pas le cours de ma vie, j'ai une vie à côté de toi. Et ça énerve le plus le bullier, et souvent ils arrêtent parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Après, on ne peut pas tout contrôler non plus. Si ça devient trop grave, qu'il y a trop de violence et que l'enfant en souffre trop, il vaut mieux le retirer. Il vaut mieux le retirer et faire en sorte qu'il ne subisse plus ça au quotidien parce que c'est très violent. Et les enfants qui subissent ça longtemps, eh ben, ils ont du mal à s'en remettre. Donc il faut vraiment essayer de protéger son enfant au maximum. Ça, c'est la première règle. Et deuxièmement, bâtir son estime de soi, sa confiance en lui, au dehors de l'école. Le 5e point, il est ici, sur le creux de la lèvre. Ça va être une belle après-midi de jeu. Ensuite, 6e point, ici, sous la bouche. Ça va être une belle après-midi de jeu. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les méthodes psychocorporelles. Et c'est ce que j'aurais bien voulu montrer aujourd'hui à votre public. Parce que c'est quelque chose, il y en a certaines qu'on peut apprendre très facilement et qu'on peut appliquer pour plein de choses. Dans les méthodes psychocorporelles, il y en a une qui est très très connue ici à Maurice, c'est le yoga. Le yoga, c'est une très très bonne méthode pour, au travers de notre corps, se faire du bien à l'esprit. Parce qu'au travers des mouvements et des respirations qu'on fait dans le yoga, eh ben, on permet à notre corps de calmer notre esprit et à notre esprit d'évacuer tous ces blocages dont j'ai parlé avant, qui nous empêchent après de nous sentir heureux ou de bien fonctionner. Il y a une autre technique qui s'appelle l'EFT, donc c'est pour Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, qui est très très simple. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle s'appuie sur 3 points. Tout le monde peut le faire, à n'importe quel âge, vraiment des plus petits aux plus grands. Et elle est très très simple. Elle marche en 3 points. Et elle marche surtout pour la dépression. Il y a des études qui ont montré qu'après 3 séances seulement de Emotional Freedom Technique, il y a des personnes qui étaient déprimées 60% en moins, donc c'est déjà beaucoup, et des personnes souvent pour qui les traitements par médicaments n'avait pas marché. Ça marche aussi contre le stress post-traumatique. Il y a des études qui ont été faites avec des vétérans américains qui ont montré que ça marchait très bien. Et ça marche aussi tout simplement pour l'angoisse. Donc c'est très intéressant. Dépression, angoisse, stress post-traumatique, on peut les traiter avec l'EFT. Et l'EFT, ça marche de quelle façon? Imaginons une petite séquence. Moi, j'aime bien utiliser cette petite séquence-là. Imaginons qu'on a Usha, Miss Mauritius 2025, qui doit partir à Miss World 2025. Et Usha, ça la stresse énormément parce que bon, elle a déjà vu que c'était très stressant l'élection de Miss Mauritius à Maurice. Et elle va partir, disons que c'est au Panama cette année. Et alors là, elle aura toutes les Miss du monde entier, donc elle a très peur. Et à Usha, moi, ce que je lui dirais, ça serait Usha, il faut que vous trouviez une phrase qui est positive et qui va vous aider pendant cette journée. Donc on va discuter avec Usha de quoi vous avez vraiment peur. Elle va se dire mais j'ai peur parce que j'ai peur que je vais tomber devant tout le monde, j'ai peur que ma robe va se décrocher, enfin j'ai vraiment peur de tout ça. Et on va lui dire mais peut-être qu'une phrase qui pourrait vous aider Usha, c'est vous dire tout va bien se passer aujourd'hui. Enjoy. Enjoy, c'est une journée magnifique, il n'y aura plus jamais ça dans ta vie, tout va bien se passer aujourd'hui, enjoy. Ok, si Usha valide la phrase, on fait comme ça. Après, on va associer cette phrase avec 2 autres outils qui sont très importants. Des tapotements sur certains points du corps. Et ces points, en fait, ils correspondent à ce qu'on appelle les méridiens, qui sont beaucoup utilisés dans la médecine indienne et la médecine chinoise, et qui ont prouvé leur efficacité. Et on va utiliser ceux du haut du corps. Donc, il y en a 10 qu'on va utiliser. Il y a celui du haut du corps ici. Après, il y a l'œil ici, là. Ensuite, il y a sous la pommette. Ensuite, il y a ici, le petit creux des lèvres. Le petit creux en dessous. Après, il y a sous la clavicule, sous le bras,
sous la poitrine, sous le soutien-gorge pour les femmes. Et ici, ce qu'on appelle le point karaté, qui se trouve ici sur le haut de la main. Si cette technique ne marche pas, il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Avec les enfants, quand ils sont petits, on utilise beaucoup les jeux. On les fait beaucoup jouer. Selon les traumatismes qu'ils ont eus, selon les problèmes qu'ils ont eus, ça peut être des problèmes familiaux aussi. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a encore beaucoup de violence dans les familles. C'est peut-être pas forcément de la violence physique, mais ça peut être verbal. Et il y a des enfants qui ont besoin de comprendre ce qui se passe à la maison. Il y a moi, j'ai travaillé dans un quartier difficile ici, où il y avait pas mal de parents qui avaient des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcoolisme, pas mal de violence à la maison. Et les enfants avaient besoin de beaucoup d'exprimer ça. Et tout ce qui est histoire aussi, on peut leur raconter des histoires qui ont à voir avec ce qu'ils vivent à la maison. Et comme ça leur permet de se dire « Ah, mais si c'est dans une histoire ce que je vis, c'est que je ne suis pas le seul et qu'on a le droit d'en parler. » Et ça débloque la parole. Et notre outil premier, c'est toujours la parole, effectivement. Faire parler, permettre aux enfants de démêler leurs sentiments. Et même les adultes. Les adultes ont beaucoup de mal. Souvent, dans les premières séances, ils viennent me voir et ils me disent je me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à dire. Et en faisant du travail comme ça, en mélangeant corps, relaxation, parole, on arrive à leur faire poser des mots, à peut-être chercher les origines de leurs soucis et à travailler tout ça par différentes techniques au fur et à mesure des séances. Il y a un autre outil qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est utiliser l'art, les couleurs, les formes, afin que les gens aient accès à leurs émotions cachées ou coincées. Voilà. Donc en utilisant pas mal d'outils, moi j'aime bien utiliser les dessins, la peinture, mais on peut aussi utiliser le théâtre, ça marche très bien le théâtre. Il y en a qui utilisent la musique, ça dépend vraiment des personnes. On peut aider les gens à avoir accès à leurs émotions, à les sortir et à les rendre moins douloureuses. On va dire ça comme ça. Et je l'ai utilisé moi-même, parce que moi-même je suis atteinte d'une maladie assez handicapante, une maladie du sang. Et il y a une période où c'était très douloureux et de l'expliquer c'était compliqué. Et j'ai fait beaucoup d'art-thérapie à ce moment-là pour m'aider à mettre en image ce que je n'arrivais pas à dire en mots, qui était trop dur à dire en mots. Ça peut très bien marcher aussi par exemple pour les dames qui auraient perdu un bébé pendant une grossesse ou pour des parents qui auraient perdu un enfant. Des fois c'est très dur d'expliquer ce qu'on ressent. Et pour tout travail de deuil en fait, c'est très utile d'utiliser ces outils-là aussi. Alors des fois déjà l'environnement de la maison peut faire que ça fait partie du problème. Des fois il y a peut-être des choses à changer chez soi aussi. Et ça fait partie normalement des séances, on regarde avec la personne qu'est-ce qu'il faut changer dans son environnement. Est-ce que c'est les amis qui ne vont pas? Est-ce que c'est l'environnement de la maison qui ne va pas? Est-ce que c'est peut-être le travail qui ne va pas? Des fois c'est peut-être pas le psychologue la solution, c'est peut-être qu'il va falloir changer de travail. C'est pas évident, on est d'accord. La plupart du temps on ne peut pas forcément changer de travail. Mais il y a peut-être des petites choses qu'on peut changer au travail. Vous voyez? Et les psychologues, de toute façon, n'ont pas toujours la solution, hein, ça c'est sûr. Et surtout, il ne faut pas hésiter à changer de psychologue. Si avec un psychologue ça n'a pas marché, c'est pas forcément parce que la psychologie n'est pas votre aide, mais c'est peut-être que c'était pas le bon psychologue. Et il faut pas, nous on n'est pas susceptibles, hein, on n'a pas la solution pour tout le monde, on n'est pas, voilà, c'est pas magique. Il ne faut pas hésiter si on ne se sent pas bien avec un ou une psychologue d'aller en voir un autre. Et même de dire à l'ancien, écoutez, je pense que ça ne me convient pas à moi, et aller voir un autre. Moi, je dis à mes patientes, dès le départ, je leur dis, il faut me dire si ce que je vous propose ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que déjà, on peut changer de technique, il y en a plein. Et sinon, si moi, je pense que je n'ai pas les outils pour vous aider, je vous recommanderai quelqu'un d'autre qui aura peut-être des outils qui vous conviendront mieux. Et au-delà de ça, il y a des gens pour qui la psychologie ne marchera pas. Peut-être que pour ces personnes-là, c'est plutôt faire beaucoup de sport qui aidera. Ou passer plus de temps avec leur famille et leurs amis ou autre chose, peut-être des massages. Et puis on a oublié de parler d'une chose, c'est que souvent il peut y avoir une cause médicale à un souci. Par exemple, disons que une femme a accouché et elle a perdu beaucoup de sang, ou elle a des syndromes prémenstruels très forts et elle a des règles très fortes et elle perd beaucoup de sang dans ses menstruations. Cette femme, elle risque d'être en carence de fer. Quand on est en carence de fer, on déprime.
Donc souvent, chez mes patients, au départ, je leur demande au niveau santé, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fait un bilan récemment? Est-ce que vous avez fait une prise de sang récemment? Qu'est-ce que dit votre médecin? Est-ce que vous avez vérifié vos taux de fer, vos taux de magnésium? Plein de choses comme ça. Il y a des traitements, par exemple les personnes qui sont en traitement anticancéreux, ça peut influencer plein de choses dans leur corps. Donc qu'elles soient... Et puis la fatigue, ça déprime aussi la fatigue. Donc on leur parle de leurs habitudes de sommeil. Comment vous dormez? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez beaucoup d'aliments ultra transformés ou est-ce que vous faites beaucoup la cuisine vous-même? Est-ce que vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de sel? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent jouer un rôle. Donc c'est vraiment une attitude globale. C'est pareil quand un enfant arrive et qu'on me dit il n'arrive pas à aller à l'école, il a des difficultés. Moi je demande toujours est-ce qu'il a déjà vu il a déjà fait un contrôle des yeux? Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il entend bien? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut vérifier avant de penser tout de suite à une cause psychologique. Beaucoup de personnes vivent des traumatismes dans leur vie. Et les traumatismes, ça a un impact énorme sur nos façons de penser. Et les traumatismes, et alors il y a des choses qui sont évidentes, par exemple on a un énorme accident de voiture, ça on se doute bien que c'est un traumatisme, on a été agressé dans la rue par quelqu'un avec un couteau, ça c'est clair que c'est un traumatisme, mais ça peut être des choses beaucoup plus subtiles. Pour un enfant par exemple, ça peut être partir à la crèche, s'il n'a pas été, si ça s'est fait de manière un peu brutale, il peut vivre ça comme un abandon. Et pour lui, pour cet enfant-là, il y a un enfant ça ne va rien lui faire, et pour cet enfant-là, ça sera un petit traumatisme. Puis il y a des traumatismes qu'on ne peut pas, on fait pas exprès, enfin, il y a des décès, il y a pas mal de choses, on ne peut pas contrôler tout ça. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Et les traumatismes, ça crée beaucoup de dégâts. Il y a des études qui ont montré que dans le cerveau des enfants dont les parents se bagarrent beaucoup à la maison, même si l'enfant, lui, ne subit pas de violence, mais il en est témoin, et bien, ça perturbe son cerveau et ça laisse des traces sur son cerveau. Il y a des zones de son cerveau qui se développent moins bien que chez les enfants qui vivent dans une famille aimante, heureuse. Donc on ne peut pas nier ça, ça se voit vraiment sur les images. Et pour les traumatismes, il y a plein de techniques très particulières. L'EMDR par exemple, donc c'est Eyes Desensitization Movement Technique. C'est une technique où on débloque toutes ces émotions qui restent bloquées avec des mouvements des yeux qu'on fait bouger de gauche à droite, qui permettent aux personnes de se remettre du trauma. Il y a plein d'autres techniques qui marchent pour ça. Mais les traumas, on en vit tous et il faut essayer de les réparer au plus vite parce que ça laisse une énorme empreinte après pour le reste. Ça bloque plein de choses.